Bonjour, bonsoir à vous. Ça faisait longtemps au sujet d'origine qu'on n'avait pas fait de débrief parce que j'avais instauré un rythme un petit peu au début où voilà, on avait quelques épisodes, on avait un débrief, on avait un bêtisier. Et comme vous avez pu le voir, depuis l'épisode 44-45, il n'y a plus rien eu côté communication, côté débrief, etc. C'est parce que en fait, comme on n'a pas établi de fin de saison ou quoi que ce soit, j'ai absolument pas eu de limite fixée et du coup a fortiori on n'a pas fait de débrief, on a fait nos petits débriefs entre nous assez régulièrement comme toujours, mais pas de gros débriefs tournés avec un commentaire du coup d'apporter. Donc voilà, vous en avez pas eu pendant un bout de temps et vous en avez un maintenant qui clôt totalement la chose parce que les derniers épisodes sont sortis, les épilogues sont sortis. On va pas beaucoup revenir sur les épilogues, on va majoritairement revenir sur la fin de la saison, mais aussi sur la saison dans son ensemble, avec les joueurs, comme on avait fait précédemment. Et si vous regardez la vidéo est un peu longue, justement pour la raison qu'on a évoquée avant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de débrief, et on a pas mal de choses à dire. Ce que je vais faire majoritairement, c'est que je vais laisser parler les joueurs, et je vais ajouter des inserts qui correspondent à des analyses qu'on a faites, que ce soit moi ou les joueurs, histoire de compléter et de vous apporter un point de vue assez global sur la situation. Alors, je vous conseille réellement d'avoir vu au minimum le final et à maxima l'intégralité des épisodes pour savoir de quoi on parle, sachant qu'on va quand même beaucoup revenir sur le final comparé au reste, donc du coup, c'est assez important d'avoir vu le final pour comprendre cette vidéo. Mais sachez que certains concepts dont on va parler en termes de mastering, en termes de scénario, ne nécessitent absolument pas d'avoir vu la séance. Donc vous pouvez quand même continuer votre visionnage si vous n'avez pas envie de visualiser la série en entier ou même partiellement. Quoi qu'il en soit, on est parti. Season Review. Du coup, bonjour à vous trois, même si on s'est déjà vu avant, c'est ça qui est incroyable, hein. J'adore faire des intros pour YouTube. Je vous ai demandé 2 points, ça pouvait être plus, ça pouvait être moins, enfin voilà. L'idée c'est juste vraiment qu'on échange autour du truc, qu'on voit les trucs importants, et je vais les noter moi-même au fur et à mesure, qui vous ont plu et qui vous ont déplu. Ce pour, simplement, on fera une prochaine session de JDR, qui du coup à la sortie de cette vidéo arrivera prochainement, qui sera donc sur Quora. Et j'ai envie de changer des choses. Bon, les choses qui ne vous ont pas tant plu, étant donné que c'est vous trois qui allez former le noyau de l'équipe, plus une quatrième personne que je vais prendre d'un autre de mes JDR, et que je vais amener subrepticement. Voilà. Je lui en ai pas encore totalement parlé, voilà, je vais voir déjà s'il accepte, même si je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'il va accepter instantanément. Mais... Déjà parce que je suis dans le groupe, donc du coup voilà. Mais parce qu'en fait, le truc que je me suis dit, c'est j'ai pas envie de faire comme la dernière fois où j'avais cherché à tout prix à compléter l'équipe. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est compléter l'équipe avec quelqu'un qui va vraiment apporter quelque chose à la dynamique du groupe. Et pour le coup, je pense que j'ai trouvé un joueur qui est comme ça. On va essayer, si jamais il est partant, et on va voir ce que ça donne. Même si vu ce qu'il m'a fourni sur Azuria, je me fais absolument pas d'illusions sur le fait que ça passera très bien. Origins aura été une très grosse série. C'est 46 séances au total, réparties sur un peu plus d'un an, donc quasiment une par semaine au final. À l'origine, Origins, toujours les bonnes blagues, j'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. J'avais prévu de le faire durer 5-6 mois. Mon but était de démarrer quelque chose en janvier et de le terminer vers juin. Il s'est avéré que en juin, donc à l'issue du premier débrief, on a déterminé que on allait continuer, qu'on allait voir pour continuer un petit peu la série, parce que il y avait énormément d'éléments non résolus, et en plus de ça, les joueurs avaient envie, parce que la dynamique était très bonne, parce que JDR leur plaisait, et ils avaient envie de poursuivre là-dedans. Du coup, on a poursuivi. On a peut-être trop poursuivi,
ça a donné cette espèce de monstre sans épisode, enfin chacun faisant approximativement 1 heure ou plus. Donc une quantité de temps passé ensemble et de montage, de réflexion autour de préparation des séances bien plus grande que ce que j'avais prévu à l'origine. Et je regrette rien, honnêtement. Ça a été une expérience qui a été incroyable. Et je vais en garder de très bons souvenirs, et ce pendant très longtemps. Alors, juste pour vous rassurer, cette vidéo, c'est la dernière, vraiment, sur Origins. Voilà, vous en aurez plus après. Vous pourrez relâcher la pression là-dessus, il n'y en aura plus. C'est vraiment le dernier truc que je fais. Vous aurez peut-être un bêtisier, cela dit, si jamais je me décide à le monter et que j'arrive à le faire, surtout en fait, parce que je ne peux plus ouvrir le projet qui contient tous les montages d'Origins, parce que ce fichier est trop gros et qu'il fait planter le logiciel de montage à chaque fois que j'essaie de l'ouvrir. Je m'étais dit, ouais, allez, on va monter, on va faire un énorme bêtisier. Ah bah oui, effectivement, le bêtisier est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 10 heures de scènes coupées qu'il faut que je monte. Pour vous faire un truc un peu plus condensé. Genre 1 heure, 2 heures. Donc, comment dire, ça va arriver peut-être, mais ça arrivera pas tout de suite. Et donc du coup, je vais vraiment prendre les meilleurs moments et je les mettrai avec les meilleurs moments de d'autres jeux de rôle. Et donc ce sera plus tard en format annexe. Donc ne vous attendez pas à avoir vraiment encore du contenu Origins. C'est bon, c'est fini, vous pouvez vous calmer là-dessus. Bon, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'en ont pensé les joueurs? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Quels sont les éléments rôlistes qu'on peut retirer de cette expérience? C'est maintenant. On est là pour discuter du coup de cette saison passée d'Origins, parce que bah, maintenant, justement, pour vous, elle est passée. Pour même l'un d'entre vous, l'épilogue est passé. Oui, c'est pour qui d'ailleurs? Asie. C'est pour Yoka? Oui. Yeah. Ouais. Je suis maintenant épilogué. Oui, il est épilogué, c'est bon, c'est fait. Blablatez donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison déjà de manière plus générale et lancez-vous. Bah, tu sais quoi, moi je vais ouvrir le bal avec le point qui fait mal. Moi la saison honnêtement, je l'ai beaucoup aimé. Et puis il y a eu la fin. Ah. Qui, comment dire, le truc qui m'a le plus vraiment énervé, c'était... Enfin, oui, je pense d'ailleurs que le terme c'est vraiment énervé, parce qu'à la fin j'en étais vraiment frustré sur le coup. C'était plus le fait que, foncièrement, j'ai pas l'impression qu'on aurait pu éviter le final tel qu'il s'est passé. Et ça a principalement cassé les couilles pour... mince... non, pas Arina, la deuxième qui était avec Zasrana. Zasrana. Merci. Parce que Zasrana, en fait, quand je regarde avec de la rétrospective, je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'elle a été créée pour mourir. Ce qui fait que ça me donne presque l'impression de futilité, en fait, sur toutes les interactions qu'on avait fait avec. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais revenir du coup au point, justement directement sur elle, comme ça ce sera cadré. Elle n'a pas été créée pour mourir. Il existait des scénarios dans lesquels elle ne mourrait pas. Mais celui où on la laissait accomplir la tâche de charger le bâton, elle mourrait obligatoirement. Voilà. En gros, le moment où vous aviez à jouer, c'était essayer d'un peu plus chercher à comprendre les enjeux qui retournaient derrière le bâton et lui interdire de le faire simplement. Mais le truc, c'est qu'en même temps, si le bâton n'avait pas été chargé, comment on aurait pété le champ de force? Parce que clairement, même en gommant les runes, ça n'a pas suffi. Il y avait une autre possibilité. C'est vraiment frustrant, parce que sur le coup, plus j'y réfléchis, moins je vois de façon en fait qu'on aurait pu s'en tirer sans qu'elle meure. Vous avez retiré quelque chose de notre cher Erok. Erok qui était imprégné par le pouvoir d'Oblitera. Ah, et du coup, Erok aurait pu passer à travers. Erok aurait pu. Ah. Parce qu'il ne pouvait pas faire. Son putain de bouclier. Soit on sauvait Arina, soit on sauvait Erok, quoi, en somme. Le mental d'Erok, parce que pour le coup, Erok aurait pu recouver plus tard de ça. Voilà. Ou alors sinon, après, il y avait possibilité d'aller chercher d'autres alternatives, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps et c'était pas des choses que vous pouviez penser directement. On va chercher la prisonnière dans laquelle on la balance. Aller dans une cité réelle, prendre une bombe et lui envoyer dans la gueule.
Mais Ce qui m'avait vraiment je énervé comprends, aussi, ouais. c'est le côté que l'ending en règle générale, comment dire, il y a un certain équilibre narratif qui, je pense, n'a pas été atteint, dans le sens que, normalement, sur ce genre d'ending, on est censé être heureux qu'on a battu le mec, mais quand même triste à cause des sacrifices. Tandis que là, c'était juste, bah en fait, c'est de la merde. Genre, on a vaguement rien réussi à sauver, sur tout ce qu'on essaie. Enfin, genre, on a sauvé le monde, oui, mais ça a coûté la vie à deux personnes super importantes. Et foncièrement, dès qu'on est ressorti, bah, on n'a pas eu l'impression que tout le monde était sauvé, dans le sens qu'on n'a pas eu d'interaction en mode ouais, trop bien, trop bien, vous avez réussi, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Même un petit dialogue de Marion en disant bon, au moins on a. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, je pense Ça- que c'est fait dans l'épilogue, je pense. Voilà, et c'est le Oui, problème en- en fait, c'est que j'ai mal géré cette partie-là. Ça, je l'avoue complètement. En vrai, Attends, ça- l'épilogue, Je rejoins un peu Solis sur ça, mais c'est parce que moi, d'un terme plus général, c'était un des points négatifs que je m'étais soulevé pour cette saison. C'est qu'il y avait certains combats, et je dis certains combats, je dirais il y a les moite-moite des combats, qui avaient tendance à être un poil torchés. Genre, c'était l'idée que on se rentrait très vite dedans, ou justement ça mettait 20 plombs à se rentrer dedans. Mais le moment où on se rentrait dedans, ça passait en 2 tours à peine, et on était un peu vite en mode c'est terminé. Le truc qu'on n'a pas ressenti par exemple, en tout cas moi par exemple, je l'ai pas ressenti pour le Kalaktak, parce que le Kalaktak ça c'était un gros combat qui a vraiment pris une sacrée durée, une belle ampleur, et du coup je suis d'accord avec Solis, c'est que d'un côté, là on a pu ressentir qu'on avait accompli quelque chose, là j'étais en mode ouais, on a battu un truc et tout, mais contre le dernier bonhomme, j'ai tellement eu l'impression qu'en fait, on attendait l'occasion est venue, et dans le tour même il est mort. Voilà, dès que les boucliers sont tombés, hop, il est décédé, merci, au revoir, combat terminé. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. ouais, ce genre de. Enfin, comment dire, pour le coup, je suis pas un expert en puzzle, enfin dans ce que j'appelle les puzzle fights par habitude dans les JDR, mais je sais que typiquement il faut les rendre un peu plus gratifiants en termes scénaristiques, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, une fois le bouclier est tombé, il aurait eu un état de faiblesse dans lequel où juste on l'aurait bourré comme des mongols à lui foutre quelques attaques et lui nous aurait posté avec un ou deux sorts pour faire joli, tu vois. On aurait eu 2 ou 3 tours de véritable affrontement, ou même juste 2 ou 3 tours d'affrontement contre des sbires péons un peu avant qui nous auraient imposé un peu de résistance, tu vois. J'aurais trouvé que ça aurait donné un intérêt. Je comprends. Ça, après, encore une fois, et pour le coup, je le comprends totalement, c'est le problème du lore contre le gameplay. C'est pour ça que un World of Warcraft, par exemple, va te proposer un combat de boss en plusieurs phases, avec d'un seul coup le boss qui va décider de déchaîner sa puissance alors qu'il passe à 40% PV, alors qu'il aurait pu la déchaîner dès le début. Voilà. Le problème, c'est que je n'avais aucun droit vis-à-vis de mon lore de faire en sorte qu'il ait le droit à cette phase de combat. Et Oui. à ce titre-là, j'ai choisi de ne pas le faire, même si je savais que ça allait poser problème. On pourrait effectivement considérer qu'il y ait 3 axes principaux. Le jeu, le réel et la fiction. Le problème, c'est que dans ce dernier combat, et dans toute une partie d'Origins, j'ai considéré seulement 2 axes, pas 3. C'est-à-dire que le pôle fiction, très peu touché en réalité. Le pôle jeu, très clairement. Le pôle réel aussi. Mais là où j'aurais dû me trouver à mi-distance entre les 3, je me suis trouvé simplement entre réel et jeu, et non pas fictionnel. Et c'est un aspect que j'aurais dû justement prendre en compte, me faire cette remarque-là. Ça va vous paraître complètement abstrait ce schéma, hein, très clairement. Il veut pas dire grand-chose. Pourtant, il traduit quelque chose que quand vous masteriserez une séance, ou si vous l'avez déjà fait, ça vous évoquera vraiment quelque chose. Parce que ce que ça veut dire derrière, si vous considérez seulement une partie de la chose, mettons juste, voilà, vous vous dites, il y a le réel d'un côté et il y a le jeu de l'autre, mais que vous n'alimentez pas la fiction, le côté grandiose et autres, vous allez avoir du mal à le mettre en place, juste avec des éléments de jeu et des éléments de réel. Vous allez vous trouver avec des combats qui auront des réalisations simples, brutales, rapides. Pas quelque chose qui prend son temps, qui a des points culminants dramatiques, parce que, justement, si vous allez dans le réel pur, bien ça, ce sont des choses qui n'existent pas. Je veux dire, dans votre vie de tous les jours, quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous n'avez pas une intensité dramatique qui se met en place.
Parce qu'il n'y a pas de fiction. Il y a seulement le réel et le méta. Donc, typiquement, vous allez acheter votre baguette de pain, vous avez votre argent, ce genre de choses qui sont des mécaniques à mettre en place, tout comme les règles sont des mécaniques à mettre en place. Là, le fait d'aller acheter votre baguette de pain, de prendre votre argent avant de sortir de chez vous, de mettre votre masque, mettez votre masque, de sortir, de dire bonjour à la boulangère, tout cela, ce sont des éléments qui constituent la partie d'interaction, si vous voulez. Ce qu'on peut assimiler à une partie du jeu. Et ensuite, il y a le réel. Simplement, voilà, vous avez un cadre autour de vous, on va vous donner la baguette de pain va avoir une odeur, va avoir une texture, etc. Vous allez repartir avec votre baguette de pain, elle est un petit peu chaude. Voilà, ça c'est des éléments de réel. Sauf que vous pouvez y aller. Trouvez-moi quelque chose d'épique dans le fait d'aller chercher une baguette de pain. Il vous faut des éléments de narration. Et si vous ne mettez pas de la narration à l'intérieur de votre histoire, jamais celle-ci deviendra d'une expérience simple et assez fade à quelque chose d'épique. Vous êtes sorti, vous vous êtes fait attaquer par un chien, et il y a un type qui est venu, il a maîtrisé le chien, et ensuite, voilà, vous pouvez vous raconter n'importe quelle histoire avec ce cadre de base, mais ça, c'est des éléments fictionnels que vous rajoutez, au final, à votre intrigue de base. Et c'est ce que, à mon sens, je n'ai pas assez fait avec Origins. J'ai bien considéré le pôle jeu. Il y avait des règles, il y avait des jets de dés, il y a eu des actions qui ont été faites, le tout dans le cadre des règles, en respectant les règles. Il y avait du lore, il y avait du réel, parce que, le personnage, il lançait tel sort qui était en lien avec tel pan du lore, donc c'était justifié, tout s'expliquait, tout était des conséquences logiques de d'autres choses, il n'y avait pas de choses anormales. Mais côté fiction, dans le dernier combat, le mage lance quelques phrases. En termes d'intensité dramatique, il n'y a que ça. On aurait pu faire mieux, justement. Et je pense qu'avec les petits exemples que je vous ai donnés, vous voyez un peu plus de quoi je veux parler. Ça aurait pu être gratifiant dans d'autres sens, mais simplement les descriptions, genre décrire un peu plus longtemps son masque de joie qui s'effondre presque en mode merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre pas simplement faire le bouclier pète. Bon, j'ai joué 3 dessus. Ok, vous l'avez tué. Mais parce que, Ou même, pour le coup, pour montrer, pour montrer plus l'urgence, les grandes failles qui sont ouvertes, que t'es censé normalement donner sur la créature de l'éther, peut-être d'en faire des reflets, des choses qui nous montrent que la créature, elle est littéralement derrière ce putain de mur, et que si jamais il y a le moindre truc qui passe, c'est fini pour lui parce qu'il atterrit ailleurs. Tu vois. Le truc, c'est Pouvoir que- insister là-dessus, parce que là, on avait vraiment, moi en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait juste 3 traits noirs, que s'il fallait pas se les manger. Ouais, c'est ça. Il y avait pas réellement, c'était pas un portail, quoi. Le truc, c'est que là, ce truc-là, moi, je l'ai vu parce que moi, je me le suis pris en plein dans la gueule, je peux plus l'éviter. Bizarrement. D'ailleurs, en parlant de la créature, oui aussi, un truc tout con, mais là pour le coup, c'est ce que je me suis dit après coup, mais pas immédiatement. C'est on l'a battu le mec, mais la créature elle s'était toujours fait appeler là, foncièrement, ça a pu lui prendre plus de temps, mais sauver de mes couilles le monde quoi. si. Kalaktak, sorti 7 fois, tout ça. Oui, mais le Ça a toujours Kalaktak, été dans le lore. Mais le Kalaktak, ça avait un air plus définitif, dans le sens qu'on l'avait. Pour nos personnages, c'était fait. Tandis que. Là, comment dire, on avait déjà vu la créature. Enfin, tu avais déjà vu la créature, on était au courant qu'elle était proche. Mhm. Et foncièrement, on l'a arrêté à moins d'1 minute avant que la créature soit déjà apportée, ce qui fait que. Je sais pas, j'avais pas l'impression qu'on avait foutu un truc aussi final sur ces plans. Alors, j'ai 2 choses à ajouter là-dessus. Un qui est une critique envers ce que moi-même j'ai fait, et je vais commencer par ça d'ailleurs. Il y a eu le mage qui fait sa petite invocation, tout ça, machin. Comme par hasard, au moment où vous arrivez. Bonjour Skyrim. Hein. Je me suis détesté pour le faire, mais en attendant, c'était mon seul moyen de montrer un peu ce qui allait arriver. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il n'affichait pas d'un seul coup un masque en mode « Oh merde, j'ai perdu !» Parce que pour lui, il n'a pas perdu en fait. Le moment où il perd, c'est pas le moment où il meurt. C'est le moment où Kezak fait revenir tout dans le plan d'origine. Et ça, il le voit pas parce qu'il est mort avant. Pour lui, rien ne peut l'arrêter. C'est bon, c'est fait. Il a déchiré les pans du monde. Hop, la créature va s'incarner. Oblitera va la bouffer.
Un des premiers points justement qui vient dans ce débrief que je me dois d'un petit peu expliquer, c'est ce que j'appelle l'erreur de réalité. Parce que vouloir mettre du réel dans un jeu de rôle, c'est une bonne chose. Ça vous permet d'avoir quelque chose de cadré, quelque chose qui soit compréhensible par les joueurs, par vos éventuels spectateurs si vous diffusez la chose, et surtout qui vous permettent de donner des limites au récit, autres que simplement les règles autorisent ça. Il y a en gros cette contrainte supplémentaire, qui est aussi un très gros outil de jeu, pour dire non, tu ne peux pas faire ce saut-là parce que tes muscles ne te permettent pas de le faire. Le problème de ça, c'est d'où poser la limite exactement. Et un des majeurs problèmes qu'il y a eu dans ce combat, c'est justement ce concept de réalité. Parce que en effet, j'avais un boss, du coup, un antagoniste final en combat, qui s'avérait être finalement un humanoïde. Et en termes de réalité comparée à ma trame et comparée à mon lore, je ne pouvais pas lui accorder certains pouvoirs. Toutefois, du coup, ça a donné un combat qui était très clairement en deçà des attentes des joueurs et de mes attentes également. Et donc, du coup, le truc, la question, est-ce que, au nom d'un final plus glorieux, par exemple, on aurait pu accepter que la réalité soit pendant un moment mise de côté, ou du moins minimisée, comparée à ce qu'elle a été dans la séance telle qu'elle était. C'est un débat autour duquel certains articuleront que oui, d'autres argumenteront que non. Je me place un peu entre les deux. Parce que si jamais vous vous autorisez un écart, vous pouvez vous autoriser tous les écarts, et donc du coup, casser au final ces limites-là. Mais d'un autre côté, si vous ne vous les autorisez pas, vous allez vous retrouver dans des situations comme celle-là qui vont être assez problématiques. Donc, limitez vraiment l'impact. Pas le nombre de fois, pas la multiplicité des fois, parce que ça, c'est... Et après, faut savoir se gérer. Mais simplement, limiter la quantité de choses supplémentaires que vous ne devriez pas accepter, mais que vous acceptez tout de même. Cela au nom d'une expérience de jeu plus justement proche du jeu que réellement du lore, du background, du roleplay. Et ça, c'est quelque chose qui ne posera absolument aucun problème à certains que je dise ça. À d'autres, par contre, des gens comme moi, ça va beaucoup plus les déranger parce que c'est plus, ils jouent à un jeu de rôle pour l'histoire que pour réellement le jeu. Si vous êtes dans la partie jeu et que c'est ce qui vous motive, n'hésitez pas à un petit peu transgresser cette règle de réalité. Si vous êtes dans l'autre catégorie, faites-le tout de même, je dirais. Après, ça reste à vous de juger, hein, je ne vous commande en rien. Je serai à nouveau à masteriser cette séance, je pousserai un petit peu les limites de réalité pour en faire un combat qui soit un peu plus mémorable et du coup moins en deçà, parce que on avait placé la barre très haut avec le combat qui avait suivi un autre débrief, qui était celui contre le Kalaktak, où là, en termes de niveau de combat, on n'était pas du tout sur la même échelle. C'est un truc qui aurait peut-être pu nous mettre, là pour le coup, j'aurais presque préféré un marteau de scénarium qui le fasse rester en vie jusqu'à ce qu'il voie sa création s'effondrer, parce que pour le coup, ça aurait été plus gratifiant par exemple. Je pense que ça, c'est un truc qui peut se faire et qui, honnêtement, peut-être en niveau de lore, que je stipifie pas forcément parce que il a pris un coup d'épée, il est censé crever, mais au niveau gameplay, spectacle et compagnie, je trouve que c'est. Et puis foncièrement, ça aurait pu être justifiable par mes couilles, infusion d'Oblitera, il a un peu plus d'énergie vitale. J'ai plus de PV que toi. C'était pas véritable in-lore, mais on l'aurait largement accepté, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, je comprends. Je vais pas mentir, ce combat, j'étais très mal à l'aise au moment où j'ai fait le lancer, parce que d'une part, je voulais qu'il soit assez... qui montre un peu certains enjeux, mais d'un autre côté, je voulais pas que ça fasse trop, justement, affrontement de boss, de jeu ou quoi que ce soit. Et pour le coup, je savais que ce serait à la limite entre les deux. Le problème, c'est que j'ai visé un peu bas, un peu trop vers le réel et pas vers la fiction. Parce qu'en fait, le truc, c'est là où je pensais que c'était juste une limite entre deux choses, où je me disais c'est juste la limite entre le réel
et le jeu. En fait, non. C'est une limite entre le réel, la fiction et le jeu. Et le truc, c'est que je me suis juste placé à la limite entre les deux, pas entre les trois. Je me suis pas mis au centre du diagramme. Je me suis mis sur un des côtés. Et c'est ça que vous avez ressenti. La partie fiction, balayée. Enfin, même si l'histoire est intéressante, comment dire, ça reste. Enfin, sur le coup, ça semble logique comme ça, dit comme ça, mais ça reste en fait un truc interactif où les joueurs y participent. Ce qui fait que si les joueurs ne s'amusent. Enfin, je vais pas dire qu'on s'est pas amusé, on s'est éclaté, c'est plus la fin qui a été décevante, tu vois ce que je veux dire. Mais si les joueurs s'amusent pas, ils vont pas en avoir une super bonne mémoire, même si le scénario est super bien fait. Voilà, pour le coup, je pense que ce que tu aurais pu faire là-dessus, Sig, c'est pendant que. C'est au lieu que, le perso de Yokai et de Solig reste entre guillemets à poireauter, à rien faire, jusqu'à ce qu'il voit Signy en train de commencer à gommer le truc, c'est faire des conneries genre il y a une pierre qui tombe du plafond et tu fais un jet, tu vois, ou une connerie comme ça, tu vois. Placé dans un texte ou un truc comme ça, tu sais, qu'on aurait pu savoir le fait qu'on puisse déranger les cercles, parce que c'est un savoir que nos personnages n'ont jamais eu. Enfin, mon personnage aurait peut-être pu le savoir HRP, mais IRP, on ne l'a jamais appris. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, en fait, c'est que pendant 4 tours exactement avant, j'ai fait Erok, tu fais un jet d'observation. Erok, tu fais un jet d'observation. Erok, tu fais un jet d'observation. Il a loupé les 4. Le mongol! Les 4, c'était pour voir Signy qui rampait avec sa dague qui commençait à érafler le truc. Et du coup, à la fin, j'ai même fait Adassar, tu fais aussi un jet d'observation. Et c'est ton jet d'observation qui est passé. Et t'étais en mode ah oui, ça se fissure. Et du coup, t'as Erok qui s'est relevé. Ah oui, ça se fissure beaucoup. Oh, mais Signy est en train d'effacer, genre sur 50 cm, les traits en fait. C'est pour ça que moi, personnellement, quand il y a des stratégies ou ce genre de choses, j'évite de les limiter simplement à un jet. J'essaie de les fournir via des connaissances obtenables par les joueurs avant le boss. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, et avant le boss, dans le sens que c'est un peu... Enfin, c'était pas véritablement un boss fight, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, aussi le truc qui m'a énervé, et ça pour le coup c'est vraiment plus d'un point de vue purement narratif, c'était le coup de la cage. Parce qu'en fait, c'était un fusil, enfin dans ma tête c'était un fusil de Chekhov, mais genre qui a jamais été tiré. C'était comment dire, on nous avait parlé, tu sais, de la compagnonne d'Erok qui avait disparu. Donc tu sais, je me disais bon, avec un peu de chance elle est là. Et ensuite, pendant que je suis en train d'observer, tu me dis ouais, le mec remue quelque chose dans la cage, ça a l'air vivant. Je me dis, putain, c'est peut-être elle. Et même, c'est peut-être un simple survivant, ce serait cool. Et donc, pendant tout le fight, j'étais en mode, ouais, dès que le fight est fini, je vais voir là pour voir ce que c'est. Et puis, quand c'est fini, tu m'as joué, en fait, c'est juste un cadavre, et puis là, je suis en mode, ah, cool. Alors, le fusil de Chekhov, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est un principe dramaturgique. Ça décrit que chaque détail d'une fiction doit être d'une part nécessaire, et d'autre part irremplaçable. Dans ce cas précis, l'objet c'était le corps potentiellement en vie qui était dans la cage suspendue. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Citation d'Anton Chekhov, d'où le nom du fusil de Chekhov. Tout le dilemme est posé. On pourra dire que dans la cage il était un cadavre, et ce sera cohérent avec l'univers. On pourra dire aussi que la cage soit vide, et elle pourra l'être. Mais, enfin, dans le cas où elle soit pleine, et dans le cas précis où au final la personne soit morte à l'intérieur, pourquoi avoir peiné de mentionner que l'on croyait voir quelque chose de mouvant dedans? Généralement en jeu de rôle j'ai tendance à n'en point dire assez, mais là soit j'en ai trop dit, soit j'aurais dû introduire des personnes à sauver. Si pendant un temps j'ai pensé que les enjeux d'une scène étaient chaque personnage doit avoir son moment de gloire, cette séquence m'a fait évoluer vers une définition assez alternative. Chaque personnage doit avoir son moment de gloire, et les personnages doivent retirer quelque chose qui doit se traduire en un sentiment positif chez les joueurs. Eh bien les joueurs, pas les personnages, les joueurs, doivent se sentir au compte. Simplement même un personnage vivant, c'est pour apporter une petite victoire ouais, plus ça j'aurais dû. Ça fait, ouais, c'est vrai, je le regrette pour le coup. Quand j'ai fait le montage, je me suis dit, merde. Parce que, en fait, tu vois, pendant tout le fight, je me disais, ouais, s'il m'a parlé du fait que le soldat tapotait quelque chose dans la cage, c'est qu'il y a quelque chose dans la cage qui pourrait être important. Oui. Là, parce que dans ma pensée, en fait, c'est juste, ils l'ont pris pendant que vous étiez en train de faire toute votre infiltration, et ils l'ont emmené en bas. Mais c'est sûr que j'aurais dû, scénaristiquement parlant, laisser un corps, laisser quelqu'un en vie,
que vous puissiez secourir, que au moins ce soit une victoire ce point-là. Ça Effectivement. aurait largement aidé ensuite à l'ending, en règle générale, on se serait senti beaucoup mieux parce on aurait vu en fait une véritable conséquence de nos actions. Oui. Une conséquence positive. Une conséquence tangible, à l'inverse des enjeux qui étaient difficilement palpables de sauver le monde, parce que à chaque fois c'est quelque chose de très abstrait. Je comprends. Moi, j'avais surtout un problème d'échelle par rapport à mon personnage, en fait. Tu vois. C'était en fait, le truc, c'est que Kezak, en termes de pouvoir, c'est plus du, tu sais, comme je t'avais dit, de l'AOE et tout le bordel. Et du coup, quand t'as des alliés autour de l'ennemi et tout, t'es un peu en train d'enronger ton frein en disant, bon, ça fait chier, quoi, tu vois. Oui. Même si, bon, les seules fois où j'essaie de faire un truc, je me suis fait mal à moi-même, mais ça, c'est autre chose. Et ta colonne, c'est bon, ça se remplace, c'est qu'un bâton en os. Mais ouais, très clairement, de toute façon, le concept de laisser plus chacune des individualités avoir une occasion réellement de briller, de faire quelque chose, c'est une chose à laquelle il va falloir que je fasse attention. Au-delà de la considération du background de vos personnages, la considération de vos aptitudes sur le moment. Désolé d'avoir tenté de couper 2 fois, en fait, je suis persuadé que ta phrase était finie. Donc en parlant de ça, par contre, super gros point positif, la phase d'infiltration que j'avais faite d'abord solo et ensuite aidé de Luanalia, personnellement, je l'avais adoré. Parce que justement, c'est exactement l'inverse de ce que tu as dit, j'ai vraiment ressenti que c'était Hadassar, l'assassin à la retraite certes, mais qui a toujours... parce que pour vous, cette sorte... Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, c'est typiquement ce genre de scène que Fufu aurait dû aussi avoir pour en soi, le truc, c'est qu'en soi, je l'avais un peu eu face au Kalaktak, tu vois, mais... Mais après, tu l'as pas eu. Et le truc, c'est que le Kalaktak, quand tu regardes, c'est à combien ? À la 30e, 40e épisode sur 100, au final. Donc à 40%, quoi, du truc. Et ensuite, plus rien pendant les 60% restants. C'est surtout ça, le problème, en fait. Parce qu'en gros, j'ai voulu vous accorder des moments de... ce que j'appelle des moments de grâce, des moments de gloire, vis-à-vis de votre lore, assez régulièrement. Mais en termes de ce que votre personnage peut faire à l'heure actuelle, j'en ai pas fait beaucoup. La manière dont tu aurais pu adapter ça, du coup, sur ce boss de fin, c'est... genre, par exemple, pour Hadassar, tu aurais pu faire c'était un duel contre mettons, le garde du corps du mec, ou un truc comme ça, tu vois. Aïe. Là, ça pique. Parce que, en effet, j'avais mis des personnes annexes. Et entre les 2 séances, parce que oui, ça s'est fait sur 2 séances, bien j'avais oublié que je les avais mis. Et j'ai fait toute la séance comme si, du coup, ils n'étaient pas là, parce que j'avais oublié de les décrire au début de l'infiltration. Alors, moi encore, ça va, je me suis bien senti, parce que juste avant, justement, j'ai eu la phase d'infiltration, donc ça m'a pas gêné que j'étais moins utile. Par contre, Erok à côté, qui en plus avait bien foiré le combat avant... Oui. C'est assez pitoyable, genre sa seule grosse réussite. Et si vous regardez aussi 2 autres PNJ, qu'est-ce qu'ils font ? Luanalia et Ezrek. À la limite, Luanalia avait aidé pendant la phase d'infiltration à nouveau, mais c'est vrai que l'Ezrek en particulier n'a servi à rien, quoi. Et en vrai, moi, ça m'a pas non plus déplu de jouer l'espèce de chien enragé devant la cage, à tourner en rond, à insulter le mec en milieu. Bon, c'était fun. Mais d'un autre côté, en fait, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, en mode, quand il arrive, l'invocation est lancée, parce qu'il fallait qu'il y ait un enjeu, etc. Je me dis, en fait, non. Je pense que tu aurais dû faire en sorte, il vient dans son camp, il fait des préparatifs random et tout, genre c'est un péon, et c'est parce que nous, on arrive qu'il déclenche son invocation. Pas nous, on arrive au milieu de son truc. Il se dit, merde, là, ça va faire chier. Ah, vous n'êtes pas arrivé au milieu du truc. Il a accéléré le processus, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi à ce moment-là plus qu'à un autre, en fait. En vrai, moi, ce que j'aurais trouvé plus intéressant, c'était qu'on arrive, qu'on se jette dessus, qu'on se fasse repousser par X sort, magie du scénario, de ce que tu veux, je m'en fous. Et que là, ils se disent, et que c'est à ce moment-là qu'ils se disent, ok, vous me cherchez, on va précipiter les choses. Rien que ça nous aurait mis un espèce de chrono qui aurait apparu au moment du combat direct, tu vois, ça aurait mis un enjeu beaucoup plus présenté fort, quoi. Et je trouve que ça aurait été un peu plus cinématique que d'arriver en mode, il se passe un truc, on sait pas comment l'arrêter. Simplement même une réplique genre les préparatifs sont pas encore parfaits mais ça devrait suffire. Ouais, voilà, c'est ça que j'aurais dû claquer comme réplique, très exactement, parce que c'était ce qui se passait en fait. C'est vraiment, dans l'idée, il était pas prêt et il lance le truc.
Voilà. Oui. En, Et puis en voyant vous arriver. Les péons aussi. Enfin, moi, honnêtement, nous, on avait une belle horde de PNJ avec nous quand même. On avait quand même 4 PNJ avec nous. Et eux, enfin, en tout cas, lui, en avait pas. Ou très peu. Ouais, un truc tout con qui aurait pu passer, qui en plus aurait augmenté le côté il déchire les voiles de rarité, parce que moi, pour le coup, j'avais même pas l'impression, j'avais vraiment l'impression juste qu'il ouvrait un portail. Justement, en fait, Pareil. les espèces de portails lâchaient des éclairs d'énergie pure, tu sais, genre vraiment pour donner l'impression que c'est complètement instable, que ça déchire plus que ça ouvre véritablement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça nous aurait donné un truc à faire. Ou des âmes. Il y avait des âmes dans cette dimension, il me semble. Il y avait Non. des machins qui erraient sur. Il y a pas des trucs qui errent sur Il le. y a des créatures, oui, mais c'est pas de l'errance. Enfin, c'est pas des âmes, c'est pas des. J'en sais rien de ce que c'est, mais justement, ça aurait peut-être été un moyen de les introduire vite fait, par genre, ils sortent un bras, une main, une tentacule, ce que tu veux, et ils essaient de nous emporter dans les portails. Bah, en fait, non, parce que tout le concept du truc, c'est que ça ne sort pas, en fait. Ça se surimpose au fur et à mesure. C'est une gangrène, c'est un cancer. La faille, au final, est un immense échec caché. L'intérêt que je dis tout le temps à faire des débriefs, c'est de voir ce que les joueurs ont compris, retenu. Et dans cet échange, on voit complètement que j'ai raté mes descriptions. Car pour eux, si c'était une déchirure, pour moi c'était une progression, c'était un remplacement, c'était un changement de matière qui se faisait dans l'espace. Si les personnages avaient perçu le fait que c'était une déchirure, mais que les joueurs, eux, avaient compris que c'était un remplacement, là, ça aurait été réussi. Ça aurait été même au-delà de mes espérances. Mais là, joueurs comme personnages ont compris que c'était une déchirure. Et là, du coup, ça coince. Mais ouais, non, mais enfin, ouais, non, parce qu'au début, j'étais en train de réfléchir à un tel déferlement d'énergie, ça aurait pu être tiré du démon, mais non, de toute façon, ça aurait été bordé pour faire rentrer, donc ça non. Mais ouais, simplement, au moins, tu vois, les espèces d'éclairs d'énergie qui en plus auraient rajouté à la description de l'espèce de déchirure des voiles qui était supposé être le machin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si ça aurait Mais- pu se faire avec ton Bah, en fait, énergie, c'est mais- pas une déchirure fondamentalement. C'est un remplacement. Et tu vois, Après, il y aurait voilà. pu avoir quelques trucs pour justement augmenter aussi le côté dangereux du truc, qu'on se dise ah oui, merde, il faut absolument qu'on stoppe ça. Ouais. Parce que sinon, Après, nous, voilà, les portails, sans- on aurait... Oh, oui, bah portail, en effet. Voilà, parce que je trouve qu'on a quand même bien bâché ce pauvre combat de fin, mais Je l'en parle. malgré tout, quand même dire qu'il était satisfaisant en termes de fin de quête. Hein. Je trouve qu'il Oui, terminait ça- quand même globalement bien l'arc qui était fait. Et ouais, il y avait je trouve des petits soucis dans le gameplay et en tout cas peut-être dans certaines descriptions, etc. Mais il y avait quand même une complétion qui était là et qui soulevait quelques mystères et qui arrêtait quelques trucs en laissant quelques trucs en suspens. Par exemple, est-ce que le mob va revenir ou pas? Comment est-ce que ça va fonctionner? Tout ça, on n'en sait rien, mais c'est pas de notre échelle, vu que c'est des échelles qui durent beaucoup plus longtemps en termes de temps, etc. Donc pour nous, pour nos persos, pour moi, il y avait quand même l'idée qu'on venait de terminer quelque chose, avec énormément de pertes et tout ça. Mais bon, ça, on l'avait déjà vu avec le Calactac. Mais c'est quelque chose, voilà. Moi, ça m'a pas non plus trop choqué en termes de fin de gameplay. Oui, et puis même, on bâche la fin, mais pour moi, le reste du JDR, genre le reste de la saison, était excellent. Vraiment, pour le coup, le reste du temps, je m'étais régalé. Il y avait quelques légers problèmes de rythme, dans le sens qu'on avait énormément de downtime pour très peu d'action. Mais foncièrement, on utilisait ça pour RP, et puis il y avait quand même quelques trucs pour rythmer le downtime, donc c'était pas non plus la mort, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et à côté c'était aussi sur laquelle tu voulais ça aussi. Niveau ambiance, c'était toujours aussi bon, on avait toujours du bon mapping, on avait toujours de bonnes interactions avec les autres PNJ. Foncièrement, déjà, rien que les trois là, c'est déjà trois très bons critères pour un jeu de rôle. Ça me suffisait amplement. Moi, je pense que même parce que avec une telle qualité. c'est ça, c'est plus justement parce que c'était excellent que la fin m'a autant frustré, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je Vraiment dirais pas même, j'irais au-delà de ça, je dirais qu'avec une telle qualité que ce soit de mapping ou de lore, de scénario, etc., je pense que tu peux aller au cran du dessus, en fait. Je pense que là, maintenant, ça y est, tu peux aller au cran du dessus, de passer du heroic fantasy super bien rythmé, super bien joué, etc., à un truc épique, mais vraiment plus épique. Là, tu peux nous balancer de l'intro d'Oblivion, des trucs comme ça, où vraiment, quand on arrive dans une ville, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de plus que grandiose, plus que incroyable. Là, tu peux nous balancer du grandiose parce qu'à chaque fois, on est servi convenablement quand c'est là. Et je reprends le combat contre le Calactac, qui pour moi était un moment grandiose et d'une épicness que tu balances ça dans un n'importe quel film, Lord of the Rings, Hobbit, que tu veux, ouais, c'est legit, quoi, ça passe legit pour du bon scénar.
Et ben je pense que là, ce genre de truc, tu peux presque le faire pour l'intégralité du scénario, quoi. N'hésite pas. Que ce soit des bandits à la con, etc., ce sera toujours bien présenté. Donc, au pire, ça rajoutera que de l'épicness à notre RP d'aventurier, tu vois. Un truc que je m'étais dit, c'est peut-être. Alors, je sais que ça demande des gros efforts de mapping et que je viens de te mettre des grosses balles dans le pied quand je dis ça, mais on avait la ville entière de Ketera. Peut-être ne pas hésiter à nous faire quelques quêtes FedEx à la con pour aller aux 2-3 coins de la ville, histoire de découvrir des trucs jolis, tu vois. Parce que je me dis, ça doit être une ville où il y a tellement de beaux bâtiments, de trucs sympas à voir, etc. Et ces visuels-là, alors je reprends par exemple, comme on a fait l'épilogue, le visuel que tu as mis à la fin avec le dessin et tout ça, ce genre de visuel, je trouve que c'est assez sympa et que ça peut donner un côté merveilleux à ce qu'on fait. Et je pense que ce genre de petites quêtes pour nous faire découvrir des lieux immenses comme Ketera, qu'on connaît genre à 10%, vu qu'on a visité le château de Fontencombe, mais le reste, on a traîné dans 3 rues et pas plus, quoi. Je pense que ça, tu devrais pareil, pas hésiter à nous mettre un peu plus de trucs là-dessus. Quitte à faire du RP, mais à d'autres endroits, tu vois, parce qu'on a fait beaucoup de jeux entre nos persos, mais on pouvait bien aller s'entraîner dans un parc ou dans un laboratoire plus loin, ou quoi que ce soit. Après, le problème, c'est un problème de... Là, sur le coup, c'est un truc que je fais, moi, sur mes mappings. Bon, après, moi, je l'ai fait sur Roll20, donc ça demande probablement moins d'efforts que Virtual Battle Map. Ouais, mais le truc que je fais, moi, toujours, c'est que quand je crée une ville, je fais l'entrée de la ville, une taverne. Bon, à la limite, les magasins, je les fais pas, dans le sens que c'est surtout de l'interaction vocale. Mais par contre, je fais toujours au moins 2 endroits, genre, s'il y a par exemple un monument principal dans la ville, ou alors ça prend une place du marché, je fais les deux là, et puis s'ils se battent dans la ville, en fait, je les fais un peu traverser ces plans-là pour qu'ils se visualisent mieux, en fait, l'endroit. Ouais. C'est vrai que pour moi, Ketera, c'est vaguement le palais, la guilde des aventuriers, et puis entre, il y a... En fait, le truc, c'est... j'ai 2 problèmes avec ça, je l'ai abordé dans un autre jeu de rôle, sur lequel j'ai fini par, finalement, ne plus faire de map et tout faire à l'oral, tout faire les descriptions à l'oral, etc. Ne plus avoir de support visuel, justement, parce que c'était irreprésentable avec les logiciels auxquels j'avais accès. Le problème que j'ai, bon, par exemple, on va avoir les fameux 4 étages de la bibliothèque que vous avez vus pendant si longtemps. Oui. Bon, après, il y en a que 10, donc ça va, on en a Oui. 4 déjà. Mais ça, juste ça, c'était 5 heures de trifouillage dans Virtual Battle Map. Et pourtant, il n'y avait pas énormément de détails à l'intérieur. Mais le truc, c'est qu'en fait, chaque petit truc que tu places, chaque bougie, chaque mur, chaque morceau de brique que tu vas mettre en plus, c'est un outil que tu déplaces avec un système vectoriel qui est dégueulasse, qui se contrôle sans touche du clavier, tout se fait à la souris. Ouais, non, je vois Et pas. où tu dois t'arranger pour bien superposer les trucs, parce que sinon, si tu changes l'angle, ça devient dégueulasse. Bon. Donc, ça m'a moyennement incité à vouloir faire plein de maps avec Virtual Battle Map. Il chiant, voilà, c'est... De l'autre côté, j'avais envie de faire plus de maps. Et je me suis dit, est-ce que je fais des trucs que je dessine moi-même? Est-ce que je les fais en plus? Et le truc, c'est que il n'y aurait pas eu le côté je fais en plus un enregistrement vidéo du truc, j'aurais fait des maps complémentaires que j'aurais dessinées. Mais le truc, c'est que ça changeait radicalement en termes de charte graphique entre les deux. L'un ou l'autre, pas. Voilà. Sur une dernière petite critique, qui en fait, c'est vraiment pas une grosse critique, c'est juste que c'était la deuxième que j'avais prévue et que j'avais oublié en fait quand on est et elle m'est revenue. Alors en fait, moi personnellement, je suis un joueur qui aime beaucoup voir un écosystème tu sais, en création, enfin, comment on appelle, en activité. Ah. Et alors, le problème, c'est que quand on traversait la forêt, tout ça, j'avais pas l'impression. Enfin, mis à part justement le petit moment où on a eu les souris avec la morsure paralysante, j'avais pas l'impression de voir un véritable écosystème. Genre, on ne voyait pas genre de petits oiseaux ou ce genre de conneries. Enfin, tu sais ce que je veux dire? On n'avait pas de preuves. C'était presque une forêt vide et puis d'un coup, paf, une horreur. Ouais, un truc genre tu fais passer un token de lapin dans le fond, un truc comme ça, quoi. Ça, Ou je même sais pas. juste une description de pipiment d'oiseau ou ce truc-là. Ce genre de choses, tu vois. Déjà, ça aurait permis de rendre justement les descriptions de voyage bien plus agréables parce que tu aurais un truc, tu sais, pour te fixer dessus et simplement et pas te dire seulement je marche. Oui. Ça pourrait être un petit sujet de conversation pour faire des interactions RP de ça. Et justement à côté, l'endroit où c'était plutôt bien fait, bien que je trouve juste qu'on n'avait pas ressenti assez de danger en sens qu'on n'en était pas tombé assez près d'un, c'était quand on était dans les espèces de putains de tréfonds là avec les vers géants qui. Oui. Et là pour le coup j'avais plus l'impression d'un écosystème construit.
Et le presque seul petit défaut que je trouverais, c'est que mis à part au tout début, quand on savait pas où on était, on n'a jamais vraiment ressenti le danger de ces bestioles, dans le sens qu'on a juste vu un de très loin et qu'on n'a pas eu d'autre chose de risqué. Ouais. La chute des rocs, mais ça, c'était pas l'écosystème, c'était juste des rocs qui étaient pas doués. Mais Moi, Origins, je vais pas mentir, en un sens, je suis quand même content que ça se termine. C'est quand même un gros morceau. c'est un peu à. Comment dire, C'est-à-dire ça commence un peu que vraiment, il y a eu toute une période où je continuais, certes avec plaisir, mais je me posais vraiment la question du est-ce qu'au final, j'aurais pas dû arrêter au moment du Kalaktak? Ah, Bah ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que pas pour les mêmes raisons que vous m'avez cité, mais l'ending, je savais qu'il allait être contestable. Pas l'ending dans la manière dont la séance allait être jouée, mais dans sa globalité. Le truc en tant que tel, comment est-ce que tout allait s'organiser autour et tout, ça me convenait qu'à moitié. J'avais un sentiment assez moyen là-dessus. Ça s'est relativement bien passé quand même, mais plusieurs fois, je sais que je me suis fait la réflexion du est-ce que j'aurais pas dû m'arrêter au moment du Kalaktak, c'est tout, voilà, on s'arrête à ce moment-là, on ne relance pas l'intrigue. Mais j'ai voulu relancer l'intrigue instantanément, parce que sinon, je savais que je ne ferais pas d'autres JDR avant une longue période, en gros. Et le truc, c'est que je regardais la date à laquelle on était après l'histoire avec le Kalaktak et tout. On était en novembre. C'était l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, je crois. On était en novembre. Ah bon? Post-Kalaktak, c'était fin octobre, début novembre. Et j'étais là. Ah. Du coup, est-ce que je fais une pause de JDR jusqu'à, mettons, minimum janvier, en fait? Ouais. Ou pas? Et que du coup, ensuite, on se retrouve avec du coup une saison qui fasse quoi? 4 mois, du coup? Parce que janvier, février, mars, avril? Mais, à la rigueur? Ouais, moyen. Ou est-ce que du coup je continue un peu l'histoire parce qu'il y a encore des trucs qui n'ont pas été exploités de toute façon et que tout le monde était partant pour le faire? Voilà. Donc je regrette pas non plus le choix, hein, loin de là, très clairement. Mais c'est juste, voilà, je vous dis, plusieurs fois j'étais partagé par ce truc. Voilà. C'est vrai que ça fait un JDR quand même très long. Bon, quoi qu'il en soit, parce que vous m'avez dit, ouais, tu fais des trucs bien et tout. Bon, parce que faut le dire aussi, un JDR n'est rien sans ses joueurs. Et du coup, merci pour votre participation, merci pour votre bonne humeur au fur et à mesure, merci pour votre implication. Moi, j'ai pas noté de points négatifs, de points positifs, tout ça. J'ai juste envie de vous dire, voilà, merci d'être venu, merci d'avoir participé, merci de tout ça, quoi. Donc, je vais vous faire exactement la même promesse que celle que je vous avais faite à la fin d'Oblafaya, du coup. Qui est, je vais chercher à améliorer, je vais chercher à changer des choses pour voir vers quoi ça mène. Malgré tout, ce qu'il faut garder quand même comme idée, c'est que Origins, c'est pas non plus une mauvaise série ou quoi que ce soit. Que ce soit moi comme les joueurs, on l'a appréciée. Maintenant, c'est vrai qu'elle n'était pas parfaite, et pointer les points dans quelque chose qui est améliorable est toujours bon. Et c'est pour ça que je vous encourage, vous-même, si vous êtes MJ, à avoir ce regard critique, à vous dire qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Parce que oui, certes, si jamais vous améliorez des points, vous allez avoir des points qui vont être moins bien, etc. Parce qu'il y a un système de balance, mais il y a quand même des choses que vous pouvez enlever. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas tout pouvoir améliorer d'un coup comme ça, c'est bon, j'ai pointé tous les problèmes, prochaine séance, il n'y en a plus aucun. Non, parce que c'est un processus long. Mais si jamais vous faites des premiers débriefs, et qu'on vous pointe un point spécifique, qu'on vous dit, ça, j'aime moyen, vous allez pouvoir un petit peu rectifier le tir. Voilà. Et on va vous le dire une deuxième fois. Voilà. Genre, là, c'était mieux, mais c'était pas encore parfait. Ou alors, là, t'as corrigé ce point-là, mais c'était trop. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir rectifier un tir et arriver, taper pile dans ce que votre groupe, et ce que l'histoire en tant que telle aura de plus profitable en termes de mastering
en termes de conduction de séance. Je ne prétends pas que c'est facile, je ne prétends pas moi-même y arriver. La preuve, on fait toujours des débriefs et les joueurs ont toujours des choses à dire. Mais justement, c'est intéressant. C'est ce qui vous permet aussi de dynamiser, de varier les manières que vous allez avoir à masteriser. Parce que si vous masterisez d'une telle manière, mettons, que ensuite vous allez pour changer un petit peu un point ou un autre, ça vous fait aller sur un terrain qui est un petit peu différent. Donc du coup, ça va rafraîchir votre pratique du JDR. Là où, à l'inverse, si jamais vous ne faites pas de débrief, que vous ne demandez pas des retours et que vous ne cherchez pas à changer, vous allez stagner et vous allez avoir potentiellement une petite lassitude qui va s'instaurer. Pas forcément, et grand bien vous en fasse si ce n'est pas le cas, mais c'est une possibilité pour lutter contre peut-être un sentiment d'endormissement qui se passerait pendant vos séances. Quoi qu'il en soit, j'espère que malgré tout ce débrief vous aura apporté quelques points d'éclairage et que de l'autre côté, Origins vous aura plu tout de même, que en tant que public c'était quelque chose qui était agréable à regarder. On a quand même, en termes purement techniques, sorti quelque chose qui est de bien meilleure qualité que tout ce qu'il y avait avant. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans Origins même, vous pouvez voir une progression en termes de qualité, que ce soit audio, que ce soit vidéo, vous pouvez voir une progression, justement. Si vous regardez les premiers épisodes d'Origins et les derniers, vous verrez qu'on n'est pas sur la même valeur de production. Et parce que c'est une série qui a duré au final tout de même pas plus d'1 an. Et ce fait-là, à raison de quasiment une séance par semaine, parce que pour le coup, au total, il y avait 46 séances. Voilà, 46 séances, 52 semaines, vous faites un petit peu l'équilibre. On comprend tout de suite que il y a eu des améliorations qui ont été faites, qu'il y a eu des changements qui ont été faits, et d'ailleurs qu'en termes de mastering, le mastering du début ne soit pas égal au mastering de la fin. Il y a eu des lenteurs, mais il y a eu des très bons passages. Et pour moi, tout n'est pas blanc ou pas noir, à l'inverse de certains jeux de rôle que j'aurais pu faire par le passé, où je me disais, non, là vraiment ce jeu de rôle est nul. Là, Origins, pour moi, c'est du 50-50. C'est du 50% de on peut améliorer, et c'est du 50% de il ne faut pas changer. Va falloir garder des éléments, va falloir en changer d'autres, comme toujours. Et comme je vous invite aussi toujours à faire, toujours expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles techniques, mais également simplement vous mettre dans de nouvelles situations pour masteriser, ou pour jouer si jamais vous êtes joueur. Sortir de votre zone de confort pour vous améliorer. Mais malgré tout, ça restera un JDR que j'ai adoré masteriser, pour lequel j'ai été extrêmement content d'avoir cette équipe de joueurs. Donc, même si je le dis pas souvent, du coup, merci aux joueurs d'être venus. Merci à vous, en tant que public, d'avoir suivi ça. Ça a été quand même une sacrée aventure qui s'est étalée sur une sacrée période de temps. Il y a eu des personnes qui ont été au rendez-vous, je les félicite, parce que se taper tout Origins, vous avez du courage, voilà. Il faut le dire, il faut dire les choses qui sont. Et j'espère pouvoir continuer à vous produire quelque chose qui vous plaise, simplement. Qui plaise d'abord, avant de vous plaire à vous, aux joueurs, et également à moi, parce que c'est une entreprise dans laquelle on est tous impliqués. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!